Le golfe Persique. Opération Epic Fury. Quelque part au large des côtes iraniennes, un navire de guerre trimaran fend les eaux à 74 km/h. Sur son pont d'envol, un propulseur de fusée s'allume. Un petit aéronef à aile delta, avec une envergure de 2,4 mètres et une longueur de 3 mètres, s'élance dans le ciel, transportant une ogive qui coûte moins cher qu'un pick-up. Puis un second est lancé, puis un troisième. En quelques minutes, un essaim entier est en l'air, fonçant droit vers le réseau de défense aérienne iranien. Ce moment, la première fois que la marine des États-Unis a déployé un drone d'attaque bon marché et consommable en combat réel, s'est produit depuis le pont d'un navire que notre propre marine a tenté de jeter. Le navire de combat littoral, ou LCS. Le programme que les médias ont surnommé la poubelle flottante du Pentagone. La variante de classe Freedom était conçue autour d'un système de propulsion acheminant la puissance de 2 moteurs diesel et de 2 turbines à gaz via un unique réducteur de combinaison. Les charges de couple dépassaient ce que les dents des engrenages pouvaient supporter. Elles se sont transformées en poussière métallique pendant que le navire était en route. L'USS Milwaukee, LCS-5, a perdu sa propulsion lors de son voyage inaugural, 1 mois seulement après sa livraison. L'USS Détroit, LCS-7, s'est retrouvé à la dérive, remorqué jusqu'au port. Le chef des opérations navales, l'amiral Mike Gilday, a qualifié le problème du réducteur de défi d'ingénierie le plus complexe que nous ayons rencontré sur n'importe quelle classe de navire depuis que je suis dans la marine. La variante de classe Indépendance souffrait d'un mal différent. Une coque trimaran entièrement construite en aluminium. 3 coques jointes par un large pont de liaison. L'aluminium permet d'économiser du poids et le poids permet d'économiser de la vitesse. Mais l'aluminium se fatigue sous la contrainte cyclique implacable des vagues océaniques. Des fissures structurelles se sont propagées à travers les jonctions soumises à de fortes charges, transformant ce navire de guerre en une coque dont la peau se déchirait. La marine a déclassé certains de ces navires avant même qu'ils n'atteignent la moitié de leur durée de vie prévue. Des navires qui n'ont jamais eu le temps de vieillir suffisamment pour combattre. Et pourtant, en ce moment même, aux premières heures de la plus grande campagne navale depuis l'Irak en 2003, alors que nos super porte-avions de 13 milliards de dollars restent en sécurité en eau profonde, et que nos destroyers Aegis maintiennent le périmètre extérieur, c'est ce navire, le Cassé, qui se trouve à l'intérieur de la cage, exécutant une mission qu'aucune autre plateforme de notre flotte ne peut accomplir. Pourquoi? Pourquoi le CENTCOM confierait-il un rôle de combat à une plateforme avec des coques fissurées et des boîtes de vitesse autodestructrices? La réponse ne se trouve pas à l'intérieur du navire. Elle se trouve sur la carte, et elle va vous surprendre. Bienvenue sur l'échiquier global, votre porte d'entrée vers une compréhension approfondie des stratégies militaires les plus inattendues. Ici, nous ne célébrons pas les armes, nous calculons si elles fonctionnent. Pour comprendre pourquoi, nous devons examiner la géométrie de la cage que l'Iran a construite. Observez le détroit d'Ormuz, 38,9 km à son point le plus étroit. Mais les voies de navigation utilisables sont compressées à 7,4 km, soit 2 dans chaque direction. 20% du pétrole brut mondial transite par ce goulot d'étranglement chaque jour. Maintenant, regardez ce que l'Iran a bâti autour de lui. Ce n'est pas une position défensive, c'est une zone de destruction tridimensionnelle. Sous la surface, des milliers de mines navales, mines à contact, mines à influence de fond et mines propulsées par roquettes EM-52 qui reposent sur le fond marin et se lancent vers le haut pour percer une coque. Derrière ces mines, des sous-marins de classe Gadir, plus de 20 coques, rôdent dans le fouillis acoustique des eaux peu profondes, transportant des torpilles et des mines supplémentaires. À la surface, plus de 1500 vedettes d'attaque rapide et petits bateaux armés du corps des gardiens de la Révolution islamique, CGRI, de petites coques en fibre de verre capables d'atteindre 92,6 km/h, beaucoup portant un missile anti-navire Nasser 1. Ils n'attaquent pas en formation, ils essaiment.
Leur doctrine est la saturation, une masse suffisante pour submerger la capacité de calcul de tout système de défense. Depuis les airs, des essaims de drones remplissent les écrans radars de centaines de signaux parasites à basse vitesse, épuisant les cycles de traitement des systèmes d'interception. Et derrière ce brouhaha électronique, des missiles balistiques du CGRI descendent à Mach 3, la vraie charge utile étant cachée derrière de simples leurres bon marché. Ne sous-estimez pas ce que ce système représente. Ce n'est pas une agression aléatoire, c'est une architecture anti-accès, précisément conçue pour exploiter une contrainte physique majeure, le temps nécessaire à notre système de combat Aegis pour détecter, classifier, autoriser et tirer est plus long que le temps de vol de l'arme qui tente de nous atteindre à courte portée. Cette contrainte exclut nos super porte-avions. 101 605 tonnes métriques de déplacement, 5 000 marins, 15 millions de dollars par jour en coûts d'exploitation. Nous ne poussons pas une telle force dans une baignoire où l'ennemi a eu 40 ans pour miner chaque kilomètre carré. Nous avons abordé cette géométrie dans une vidéo précédente. Nos porte-avions restent à l'extérieur, en eau profonde, contrôlant les points d'étranglement à distance. Mais la distance crée un problème. Le CENTCOM doit résoudre deux problèmes simultanément, et les deux exigent une plateforme à l'intérieur de cette cage. Le premier problème est offensif. Pour briser le réseau de défense aérienne iranien, il faut un nœud avancé près du littoral iranien, une plateforme de lancement qui projette des drones d'attaque bon marché dans le réseau radar, sature la grille d'interception et ouvre un corridor pour les Tomahawk arrivant en force depuis les destroyers positionnés en arrière. Cette plateforme doit répondre à 4 exigences. Une faible signature radar et thermique qui n'attire pas les missiles balistiques. Une vitesse supérieure à 74 km/h pour échapper aux solutions de ciblage. Un pont suffisamment grand et stable pour lancer des drones. Et un déplacement assez faible pour opérer dans les eaux côtières peu profondes où les navires de guerre à tirant d'eau plus importants ne peuvent pas suivre. Le second problème est défensif. Le détroit est truffé de mines iraniennes. Avant qu'un seul pétrolier puisse transiter en toute sécurité, quelqu'un doit localiser ces mines et les détruire sans envoyer de marins dans le champ de mines. Les dragueurs de mines de classe Avenger qui effectuaient cette mission dans le Golfe ont été déclassés, les 4 derniers ayant été retirés de Bahreïn en septembre 2025. Le remplaçant doit embarquer des systèmes de chasse aux mines sans pilote, des robots qui vont là où les humains ne devraient pas. Considérez les variables. Un super porte-avions est trop grand, trop cher et met trop de nos hommes en danger. Un destroyer n'est pas conçu pour les contre-mesures anti-mines. Et chaque cellule de lancement verticale, VLS, est trop précieuse pour être risquée à l'intérieur de la zone de destruction. Un croiseur, même problème. Un sous-marin ne peut pas lancer de drone depuis une plateforme submergée. Un seul navire résout ces deux équations. Le navire que la marine voulait jeter. Mais avant de voir ce que ce navire a accompli au combat, nous devons comprendre pourquoi il a survécu assez longtemps pour se battre. Car la réponse est enfouie dans les défauts mêmes qui auraient dû le condamner. Commençons par la classe Independence. La conception trimaran qui s'est fissurée. 3 coques étroites reliées par une large structure de pont en aluminium. Les fissures étaient une véritable fatigue du métal au niveau des joints fortement sollicités, une faiblesse matérielle que la marine a passé des années et des millions à tenter de réparer. Mais regardez ce que la géométrie du trimaran a également produit. 3 coques écartées créent une hauteur métacentrique, la distance entre le centre de gravité et le centre de poussée, significativement plus grande que celle d'une monocoque conventionnelle. En architecture navale, la hauteur métacentrique détermine l'intensité du roulis d'un navire. Pensez à la différence entre se tenir debout dans un canoë et sur un catamaran. Plus l'écartement entre les coques est grand, plus il est difficile de chavirer. Une hauteur métacentrique élevée signifie que le navire résiste au roulis. Il reste stable. C'est anodin pour un navire de guerre traditionnel tirant des canons ou lançant des missiles. Mais pour une plateforme qui doit lancer des drones depuis son pont dans les houles de l'océan,
c'est absolument crucial. Un pont de trimaran est une table stable sur une mer agitée. Considérons maintenant l'autre échec. Le LCS était conçu autour de modules de mission interchangeables, lutte anti-sous-marine, guerre de surface, contre-mesures anti-mines, qui pouvaient être chargés et déchargés au port. Le concept de modularité a échoué. Les modules étaient en retard, dépassaient le budget et étaient sous-performants. La marine a abandonné cette vision « plug and play ». Mais lorsque vous retirez les modules défaillants, que reste-t-il? Un énorme pont d'envol vide. Plus de 1022 mètres carrés de surface dégagée sur la classe Independence, soit l'équivalent de 3 cours de tennis. Ce pont vide n'était pas censé être une caractéristique. Il a été laissé par l'échec. Et l'échec laisse parfois derrière lui exactement ce dont vous avez besoin. Une architecture ouverte. La marine a cessé d'essayer de rendre le LCS parfait. Au lieu de cela, elle en a fait un nœud modulaire. Fixer un lanceur de drone assisté par fusée sur le pont. Aucune modification structurelle requise. Le navire n'a pas besoin d'être excellent en tout. Il doit flotter, se déplacer rapidement et ouvrir son pont à tout système exigé par la mission. Le trimaran, avec ses modules défaillants, est devenu la plateforme de lancement la plus flexible de la flotte. Un pont stable, 1022 mètres carrés d'espace vide, plus de 74 km/h. Maintenant, la question est, que mettez-vous sur ce pont qui puisse changer le cours de la guerre? En décembre 2025, l'USS Santa Barbara, LCS-32, opérait dans le golfe Persique. Depuis son pont d'envol, un propulseur de fusée s'est allumé. Un petit aéronef à aile delta a grimpé dans le ciel. 3 mètres de long, 2,4 mètres d'envergure. C'était le premier lancement depuis un navire du LUCAS, le système d'attaque de combat sans pilote à faible coût. La première fois que la marine des États-Unis a tiré un drone d'attaque à sens unique depuis un navire de guerre en mer. 2 mois plus tard, cette arme est entrée en guerre. Le LUCAS est un paradoxe d'ingénierie. Sa cellule a été rétro-conçue à partir du Shahed 136 iranien, l'un des drones d'attaque à sens unique les plus efficaces de la guerre moderne. Des ingénieurs américains de Spectre Works, en Arizona, ont étudié ce qui le rendait efficace. L'aérodynamisme de l'aile delta, la fabrication à faible coût, la portée opérationnelle. Ils ont conservé les principes physiques qui fonctionnaient et ont tout reconstruit. Puis, ils l'ont renvoyé au pays qui l'avait conçu. Mais ce qui distingue le LUCAS d'une simple copie n'est pas cosmétique. Ce sont 3 améliorations techniques qui ont transformé une arme rudimentaire en un système de précision. Commençons par la propulsion. Le Shahed original utilise une copie grossière à 4 cylindres qui diffuse sa signature acoustique à travers l'eau. On l'entend arriver. SpectreWorks l'a remplacé par un moteur 2 temps D à 215 de 215 cm3 et 20 chevaux, équipé d'une injection électronique de carburant. Le DA215 fonctionne avec une fraction de ce bruit. Le LUCA n'arrive pas en silence, mais il arrive assez discrètement pour que la détection radar, et non le son, devienne le principal moyen d'alerte. Vient ensuite le guidage. Le Shahed original suit des coordonnées GPS préprogrammées, un tir et oubli. Le LUCA, lui, ne le fait pas. Il maintient une liaison montante continue via la constellation de satellites Starlink en orbite terrestre basse. Cette connexion résout le problème de l'horizon radar, la limite physique où la courbure de la Terre bloque la visée directe. Grâce à Starlink, un centre de commandement peut rediriger le LUCA contre des cibles mobiles au-delà de l'horizon. L'humain est dans la boucle. Le déclenchement nécessite une personne. La précision nécessite un satellite. Et enfin, la capacité qu'aucun Shahed n'a jamais démontrée, la coordination autonome. Le LUCA embarque des algorithmes d'essaimage qui permettent aux drones en formation de communiquer entre eux, partageant des données de trajectoire, allouant des cibles, coordonnant les vecteurs d'approche. Un seul LUCA est une nuisance. 20 LUCA arrivant de multiples azimuts représentent une crise computationnelle pour tout système de défense aérienne. Maintenant, examinons l'aspect économique. Chaque LUCA coûte 35 000 $. Un intercepteur SM-6 pour l'abattre coûte près de 5 millions de dollars.
L'Iran a passé 40 ans à construire un péage qui facture 5 millions de dollars par voiture. Le Lucas conduit une moto à 35 000 dollars directement à travers la barrière. Le piège des coûts que l'Iran a conçu pour épuiser les intercepteurs américains fonctionne désormais à l'inverse. Lorsque l'opération Epic Fury a commencé, des drones Lucas lancés depuis les ponts d'envol des LCS ont frappé les nœuds de commandement et de contrôle du CGRI. Ils ont touché des installations radars d'alerte précoce. Ils ont frappé des sites de lancement de missiles et de drones. Ils ont touché des aérodromes militaires. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a qualifié le Lucas d'indispensable, pas seulement utile ou utile, mais indispensable. Les drones à 35 000 dollars ont ouvert la voie et derrière eux, les destroyers Harley Burke ont ouvert leurs cellules VLS. Des missiles de croisière Tomahawk à 2 millions de dollars pièce, transportant un guidage de précision et de lourdes ogives, ont volé à travers les corridors que le Lucas venait d'ouvrir. Le drone consommable ne détruit pas la cible endurcie. Il aveugle la défense aérienne qui protège la cible endurcie. Le Tomahawk à 2 millions de dollars termine le travail. Pour la première fois dans l'histoire, la marine des États-Unis a synchronisé des drones d'attaque consommables avec des missiles de croisière stratégiques au sein d'une seule et même chaîne de destruction en combat réel. Pendant que le Lucas ouvrait des corridors à travers la défense aérienne iranienne, une seconde mission se déroulait dans les eaux du détroit lui-même. L'USS Canberra, LCS-30, était arrivé à la base de soutien naval de Bahreïn en mai 2025, le premier LCS de classe Indépendance à être déployé avec l'ensemble complet de modules de contre-mesure anti-mines. L'USS Tulsa, LCS-16, et l'USS Santa Barbara, LCS-32, ont suivi, formant 3 plateformes LCS, chacune transportant une suite de systèmes sans pilote conçus pour trouver et détruire les mines sans placer un seul marin dans le champ de mines. Le pack de contre-mesures anti-mines, MCM, fonctionne sur un principe simple qui a nécessité des décennies d'ingénierie pour être mis en œuvre. Le navire reste en dehors de la zone de menace. Les robots entrent. Le Common Unmanned Surface Vehicle, CUSV, est un bateau télécommandé qui remorque le sonar de chasse aux mines AN/AQS-20 à travers les zones suspectes. Le sonar cartographie le fond marin, identifiant les objets par leur forme, leur densité et leur signature magnétique. L'opérateur humain est assis sur le LCS, à des kilomètres de distance, observant le flux de données. Depuis le pont d'envol, des hélicoptères MH-60S Seahawk transportent 2 systèmes supplémentaires. Le système de détection de mines laser aéroportées AN/AES-1, ALMDS, scanne la colonne d'eau avec un laser bleu-vert, détectant les mines flottantes et les mines amarrées près de la surface que le sonar ne peut pas atteindre d'en bas. Une fois une mine localisée, le système de neutralisation de mines aéroportées AN/ASQ-235 déploie un véhicule sous-marin sans pilote consommable, un petit robot qui nage jusqu'à la mine et la détruit. 3 couches de détection, 3 systèmes sans pilote, 0 marin dans l'eau. Les dragueurs de mines de classe Avenger, qui effectuaient auparavant cette mission, exigeaient que leurs équipages opèrent directement à l'intérieur du champ de mine. Le LCS a éliminé cette variable. Le premier déploiement au combat de cette architecture MCM sans pilote a eu lieu dans les eaux du golfe Persique pendant Epic Fury. 2 missions, la même classe de navires, exécutées simultanément sur la même carte. L'une déchire des brèches dans la défense aérienne iranienne. L'autre démine le détroit. Aucune de ces missions n'était possible il y a 12 mois. Observez maintenant leur convergence. Côté offensif, les plateformes LCS fendent le golfe à plus de 74 km/h, changeant constamment de position, refusant aux batteries de défense côtières iraniennes une solution de ciblage stable. Depuis ces ponts en mouvement, des essaims de Lucas ont été lancés dans l'espace aérien iranien. Des dizaines de drones à 35 000 dollars inondant les écrans radars de la défense aérienne du CGRI. Chaque intercepteur tiré sur un Lucas
est un intercepteur qui ne sera pas disponible lorsque la vraie menace arrivera. Et pendant que la grille de défense iranienne est saturée, épuisant ses munitions limitées sur des cibles consommables, les destroyers derrière les LCS ouvrent leurs cellules de lancement verticales. La masse bon marché a ouvert la porte. Les Tomahawk ont traversé la brèche. Côté défensif, d'autres plateformes LCS déploient des véhicules de surface sans pilote et des systèmes héliportés dans les eaux minées du détroit. Le sonar cartographie le fond marin, les lasers scannent la colonne d'eau, les robots nageurs détruisent ce qu'ils trouvent. Le corridor que l'Iran avait truffé de mines à 1 500 $ est en train d'être dégagé par des machines. Pas d'équipage dans l'eau, pas de dragueur de mines à l'intérieur de la zone de menace. Les résultats se sont inscrits à la surface du golfe Persique. L'Iris Jamaran, une frégate de classe Mouj, l'un des navires de combat de surface les plus performants d'Iran, a été frappé et coulé à la base navale de Konarak. Le CENTCOM a publié des images satellites confirmant la coque partiellement submergée au quai. L'Iris Bayandor et l'Iris Nagdi, toutes deux des corvettes, ont subi le même sort à la même base. 3 navires de guerre détruits sans quitter le port de Bandar Abbas. L'Iris Shahed Bagheri, un cargo commercial que le CGRI avait converti en porte-drone improvisé avec un pont d'envol incliné, a été structurellement détruit à son quai. L'Iris Makran, numéro de coque 441, un pétrolier converti servant de base avancée mobile, a été lourdement endommagé à l'ancre. Mais voici le détail qui réécrit l'histoire. Regardez ce que nous venons de détruire à Bandar Abbas, le Shahed Bagheri. L'Iran a passé des années à convertir un cargo en porte-drone de poche, soudant un pont d'envol incliné sur une coque de cargo. C'était leur réponse à la guerre des drones en mer. Il n'a jamais navigué au combat. Il a été brisé au quai où il est né. Maintenant, regardez ce qui vient de lancer les drones qui ont contribué à le détruire. Un navire de 3048 tonnes métriques avec une coque en aluminium fissuré que notre propre Congrès a qualifié de gaspillage d'argent. L'Iran a construit un porte-drone à partir de zéro et l'a perdu. Nous avons pris un navire que tout le monde voulait mettre à la ferraille et l'avons transformé en un porte-drone qui a fonctionné. Ce n'est pas de l'ironie, c'est de l'ingénierie. Au cours de l'opération Epic Fury, plus de 100 navires de guerre iraniens ont été détruits. La flotte de surface qui était censée nous submerger dans les eaux peu profondes du Golfe a cessé d'exister en tant que force de combat cohérente. Maintenant que vous avez les données, revenons à la question par laquelle nous avons commencé. Et cette fois, vous connaissez déjà la réponse. Pourquoi le pire navire? Pourquoi le LCS? Parce que l'équation ne demandait pas le meilleur navire. Elle demandait le bon navire. Assez petit pour entrer dans la cage, assez rapide pour y survivre, un pont suffisamment large et stable pour lancer des drones, et assez bon marché pour que sa perte ne mette pas en péril notre flotte. Appliquez ces 4 variables à chaque coque que nous possédons. Une seule réponse émerge. Et cette réponse a fait plus que ce que l'équation exigeait. Il a lancé la première frappe de drone de combat depuis un navire de guerre. Il a déployé la première architecture de contre-mesure anti-mine sans pilote dans un champ de mines réel. Il a opéré à l'intérieur d'une zone de destruction où nos super porte-avions ne pouvaient pas pénétrer. Et il a survécu parce que sa vitesse de 74 km/h et son déplacement de 3048 tonnes métriques ne génèrent pas la signature de ciblage qui attire les missiles balistiques. Les ingénieurs n'ont pas réparé la coque fissurée. Ils n'ont pas réparé les modules défaillants. Ils ont refait l'équation et les échecs sont devenus des atouts. Le pont vide que la modularité avait laissé est devenu une plateforme de lancement de drones. La coque trimaran qui s'est fissurée sous la contrainte océanique a fourni la stabilité que les lancements assistés par fusée exigent. Le faible coût dont le Congrès s'est plaint est devenu le risque acceptable qui a permis au CENTCOM de pousser les LCS au cœur des défenses iraniennes. Si vous voyez maintenant des équations plutôt que des échecs, partagez cette analyse avec quelqu'un qui croit encore qu'un navire de guerre doit être parfait pour être létal. Le LCS a prouvé un principe qui définira la prochaine génération de guerre navale. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme qui fait tout.
Vous avez besoin de nombreuses plateformes qui font chacune une chose, connectées par un réseau qui multiplie leur effet. La létalité distribuée n'est plus une présentation PowerPoint. C'est une doctrine testée au combat, validée par un navire qui n'était jamais censé en voir un. L'avenir n'appartient pas aux machines parfaites. Il appartient aux machines imparfaites, placées au bon endroit, exécutant la bonne équation, opérées par des équipages qui comprennent que l'ingénierie n'exige pas l'élégance. Elle exige des mathématiques. Le LCS n'a jamais été un bon navire. C'était la bonne variable, et l'équation a fonctionné.